Alors, du coup, correction des exos sur la production d'électricité. Donc, on va revoir un petit peu les mêmes formules que ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Alors, en supposant que les éoliennes fonctionnent 12 heures par jour à pleine puissance, 300 jours par an, calculer l'énergie électrique E obtenue en une année. Eh bien, on a delta T, 12 heures par jour, 300 jours par an. On a une énergie E à calculer, et dans le document on donne une puissance. Et bien, du coup, on va utiliser la formule qu'on a déjà vue, hein. P égale E sur delta T, c'est-à-dire E égale P fois delta T. Donc on utilise ça, la durée de fonctionnement totale delta T, ça va être 300 jours, on a dit fois 12, donc ça fait 3600 heures dans l'année, ça. Et la puissance, eh bien c'est 11,5, alors si on la laisse en mégawatts, la puissance, donc on nous dit 11,5 mégawatts hein, dans l'exo, eh bien on va avoir un résultat en mégawatts-heure. Parce que là on a des mégawatts, on multiplie par des heures, donc ça fait des mégawatts fois des heures, mégawatts-heure. Donc 41 400 mégawatts-heure. Sinon, si vous avez converti la puissance, ça fait 41 400 fois 10 puissance 6 Watt-heure. Je rappelle que méga, je vous dirais que ça fait 10 puissance 6. Et je vous redonnerai aussi cette formule de relation là. P égale E sur delta T sera redonnée. Deuxièmement, calculer le rendement de l'éolienne. Alors, ça convertit une énergie mécanique de 0,8 MWh en 0,24 MWh d'énergie électrique. On calcule le rendement. Alors, on fait du coup 0,24 sur 0,8. Si jamais vous avez fait l'inverse, vous allez trouver 3, d'accord, au lieu de 0,3. Et bien, je rappelle que c'est pas possible de trouver un rendement supérieur à 1. Donc du coup, il faut vraiment faire l'énergie électrique, c'est ce qui est sorti, ce qu'on a sorti, hein, divisé par l'énergie mécanique. Du coup, ça nous fait 30%, 0,3 soit 30%. Enfin, déterminer graphiquement la durée pendant laquelle la centrale fonctionne en mode turbinage au cours d'une journée type. Donc je rappelle l'idée, hein, c'est d'avoir des éoliennes, et quand il y a trop de vent, on se met à stocker un petit peu d'eau en hauteur, c'est une mini-step quoi. Quand il n'y a plus de vent, on fait tomber de l'eau et on fait donc du turbinage pour produire de l'électricité. On nous demande ici de voir quand est-ce qu'on fait du turbinage. Et bien là, vous voyez, on consomme moins d'énergie que ce que fournit la production éolienne, tant que la courbe rouge est en dessous de la courbe bleue. Donc du coup, tout ça, ça va être de la surproduction, là, toute cette zone-là. Toute cette zone-là aussi, c'est de la production, donc tout ça, on le stocke en hauteur. Et puis à partir de 16h jusqu'à 21h, on voit qu'on consomme plus d'énergie que ce que produisent les éoliennes. Du coup, là, on va faire du turbinage. Donc vous mettez, dernière question, ils sont dû mettre dans la correction, hein. Cela correspond, voilà, on va mettre qu'entre 16h et 22h, l'énergie consommée est supérieure à l'énergie fournie par les éoliennes. Ouais, c'est ce qui est écrit là. Voilà, donc entre 16h et 22h, ce qui est bien cohérent d'ailleurs avec le fait que les gens rentrent chez eux et donc vont consommer plus d'énergie le soir en rentrant chez eux. Voilà pour l'exo 1. Ensuite, barrage hydroélectrique. Donc là c'est similaire, on a toujours un barrage ou step, hein, d'accord. Ça fait tomber de l'eau, une turbine et un alternateur, mais je voulais juste vous montrer ça par rapport aux définitions des rendements. On nous dit pour la turbine représenter la chaîne énergétique et exprimer son rendement. Idem pour l'alternateur. Barrage hydroélectrique, on a du coup l'énergie mécanique en entrée et de l'énergie mécanique en sortie. Pour la turbine, hein, c'est pas évident, ça, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Une turbine, il y a de l'énergie mécanique, c'est de l'eau qui tombe en entrée, alors vous auriez pu mettre énergie potentielle de pesanteur, ça marche aussi si vous avez fait des sciences, hein, vous avez peut-être vu ça. Et en sortie, de l'énergie mécanique, hein, ça peut être de l'énergie cinétique, bon c'est de l'énergie de rotation d'une turbine, mais bref, de manière générale, énergie mécanique, ça marche. Mettez juste entrée et sortie pour distinguer les deux. Le rendement, comment il va être défini? Eh bien, l'énergie mécanique en sortie, toujours ce qu'on a en sortie, divisé par ce qu'on va avoir en entrée. Voilà, alternateur. Eh bien, on lui fait rentrer de l'énergie mécanique, lui, qui est justement celle qui sortait de la turbine, dans l'alternateur, et il nous sort de l'énergie électrique. Le rendement, du coup, c'est l'énergie électrique divisé par l'énergie mécanique, toujours ce qu'on a en sortie, divisé par ce qu'on a en entrée. Le rendement global, deuxièmement, en utilisant les réponses précédentes, exprimer le rendement global de la centrale. Eh bien, on va simplement multiplier les deux rendements, donc ça va être état T fois état A. Voilà, et du coup, l'application numérique, on nous dit que c'est 55%, 75%. On multiplie les deux, du coup 0,55 fois 0,75, ça fait 0,41. Vous voyez, donc les rendements en fait se multiplient comme ça quand on a une chaîne
de plein de choses les uns à la suite des autres. En vrai, sachez que c'est pas ça, hein. Là, ils ont pris des valeurs un petit peu loufoques, entre guillemets. Les rendements sont bien supérieurs et les rendements globaux sont autour des 80%, 70-80%. Effet Joule maintenant. Alors, ça je vous laisse le lire, c'est déjà fait normalement, hein. Expliquer à quoi est dû l'effet Joule, identifier les grandeurs qui l'influencent. Donc le courant électrique, c'est dû à un déplacement d'électrons, comme on vous dit là, c'est-à-dire que ce sont des électrons qui se déplacent dans un matériau, et ça c'est la définition même du courant électrique. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont taper, entre guillemets, dans le matériau, et donc chauffer, faire bouger les atomes, et quand on a des atomes qui bougent plus, c'est un échauffement du matériau, d'accord? Je rappelle que la température, c'est l'agitation des molécules. Donc du coup, ce que vous pouvez mettre ici, l'effet Joule est dû au déplacement des électrons dans le matériau qui viennent taper dans les atomes du matériau, ce qui provoque un échauffement. Alors de quoi il va dépendre? Ce qu'on appelle la résistance R. En fonction des matériaux, justement, les électrons vont avoir plus ou moins de facilité à parcourir le matériau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résistance R. Et du courant I, forcément, entre un électron qui se déplace ou des milliards d'électrons, vous allez avoir plus de chocs avec des milliards d'électrons. Et donc, vous allez avoir plus d'échauffement, plus d'effet Joule. Petit 2. Pour les installations, dire si l'effet Joule est un avantage ou un inconvénient. On a l'habitude de dire, comme je vous l'ai dit en cours, que l'effet Joule, ce sont des pertes thermiques, mais parfois, en fait, elles sont recherchées, ces pertes thermiques. Donc justement, ce ne sont plus des pertes, c'est voulu. Donc dans une lampe, là c'est un inconvénient, puisque une lampe, ça sert à éclairer, donc s'il y a de l'effet Joule, c'est de la perte. Donc ici, perte. Là, on a un grille-pain, donc là, on veut chauffer des objets, du coup, c'est pas de la perte, c'est un avantage. Ici, réseau de transport, c'est un inconvénient, bien sûr, on y reviendra après. On n'a pas envie qu'il y ait de perte lorsqu'on transporte le courant électrique. Ici, une voiture, c'est la lunette arrière d'une voiture, en fait, vous voyez qu'on est en train de dégivrer. Et bien dedans, vous avez des fils électriques, on fait passer un courant électrique, et ça fait, chauffer, et donc ça enlève la buée. Donc là, c'est un avantage. Un PC, on n'a pas envie qu'il chauffe, le moins possible, donc du coup ça va être un inconvénient pour un PC, qu'il soit portable ou pas d'ailleurs. Et une bouilloire, et bien là ça va être un avantage, l'effet Joule, puisqu'on va faire chauffer aussi. Alors ça vaut pour tout ce qui chauffe, raclette, chauffage, etc. Un service à raclette, etc. Enfin, les pertes par effet Joule sont données par P Joule égale R fois I carré. Ça veut dire que si vous voulez calculer ces pertes, combien on perd d'énergie par effet Joule, alors là plus précisément de puissance, parce que c'est la puissance par effet Joule, et bien il faut multiplier la résistance par l'intensité au carré. Expliquer l'intérêt d'utiliser des lignes à haute tension pour transporter le courant, et on rappelle que la puissance électrique s'exprime par P égale U fois I. Et bien, donc c'est ce genre d'image, là vous rappelez le réseau de transport. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on a P égale U fois I, vous êtes d'accord? Pour transporter du coup 1000 watts de puissance, donc 1000 watts c'est par exemple un grille-pain, EDF a plusieurs choix. Soit il vous envoie 100 volts fois 10 ampères, soit il vous envoie 200 volts fois 5 ampères, etc., etc. Donc vous voyez 100 volts, ça c'est la tension U, et 10 ampères c'est l'intensité I. Vous êtes d'accord que 100 fois 10 ou 200 fois 5, ou n'importe quelle combinaison, tant que ça fait 1000, c'est bon, on a transporté nos 1000 watts de puissance. Le grille-pain, il s'en fiche d'avoir 100 volts et 10 ampères ou 200 volts et 5 ampères. Dans les deux cas, il aura 1000 watts, il va chauffer pareil. Par contre, il y a un truc qui va être important, c'est que plus on augmente U, du coup, vous voyez, plus j'augmente ce terme U, on le voit là, si je passe de 100 à 200, eh bien I, qu'est-ce qu'il va faire dans le même temps? Il va diminuer forcément, là on passe de 10 à 5. Et est-ce qu'il vaut mieux transporter dans les fils 10 ampères ou 5 ampères? Et on vient de voir que les pertes par effet Joule, c'était RI carré. Et donc I au carré, entre 5 au carré et 10 au carré, qu'est-ce qui est le plus petit? Forcément, c'est 5 au carré. Donc ça va permettre de diminuer les pertes par effet Joule. La résistance des câbles R, on ne peut pas trop jouer dessus. On a des matériaux plus ou moins résistants, mais bon, globalement, les matériaux sont pas, les métaux sont des métaux, ne sont pas trop résistants. Et en France, du coup, les pertes dues au transport sont de l'ordre de 1,8%. Vous voyez, c'est très peu, les 2%. C'est très peu, justement parce qu'on utilise des très hautes tensions, alors c'est de l'ordre de 400 000 volts. Sur ce genre de photo, là, c'est du 400 000 volts. Voilà.